oui, je voulais vous faire une présentation et vous expliquer un peu le rôle d'une agence de sécurité sanitaire, justement nationale comme l'ANSES, en matière donc d'expertise sur les risques sanitaires, parce que c'est des questions qui nous sont demandées, voilà, et comment ça se place par rapport à la décision, et comment finalement les rapports entre science, expertise, décision donc, se font à travers une agence de sécurité sanitaire. Alors aujourd'hui, quand on parle de risques environnementaux, il faut bien comprendre, voilà, et ça c'est pas toujours perçu de cette façon dans la population aujourd'hui, qu'il y a des risques avérés, comme par exemple voilà, la pollution atmosphérique, l'amiante. Aujourd'hui, l'enjeu sur ces risques, c'est, et ça a été bien rappelé ce matin je trouvais, dans les communications, c'est d'avoir des indicateurs de suivi et d'alerte qui soient vraiment pertinents par rapport aux risques sanitaires. Et ça, c'est le rôle d'une agence de sécurité sanitaire comme la nôtre de rappeler ça. Voilà. Vous avez dit ce matin, des indicateurs sur les pics de pollution qui sont utiles parce que ça permet donc pour les populations fragilisées, par exemple, qui souffrent de pathologies respiratoires, des enfants, de pouvoir être prévenus et écartés, mais il faut savoir que, comme on disait, le risque de la pollution, c'est des risques sans seuil aujourd'hui, notamment le risque cancérogène éventuel, et que donc il faut aussi trouver des indicateurs de suivi pertinents par rapport à ces risques sanitaires pour pouvoir prendre des mesures de prévention qui soient efficaces. Voilà. Et donc derrière, évidemment, la question scientifique, c'est toujours le débat politique, bien évidemment. Et puis ce qui est important, c'est vraiment d'évaluer l'impact des actions de prévention. Il a été dit précédemment qu'effectivement, on évaluait souvent les bénéfices d'un point de vue économique. On avait beaucoup plus de mal à évaluer les impacts sanitaires en ce qui concerne les facteurs de risque environnementaux. Effectivement, ça dépend des externalités qui vont être choisies pour cet impact. Mais ce qui est aussi très important, c'est d'évaluer les actions de prévention telles qu'elles sont menées ou telles qu'elles pourraient être menées pour montrer justement les bénéfices à long terme en matière de santé environnementale, donc en matière de santé, en matière d'environnement. Aujourd'hui, on a affaire beaucoup à des risques émergents. Donc, je reviendrai un peu sur la définition telle que nous on considère ce que c'est qu'un risque émergent. Et là, on n'est pas dans la même problématique, parce que les risques qu'on a aujourd'hui, je prends les nanomatériaux, les perturbateurs endocriniens, etc., ils sont caractérisés, par le fait que le niveau de risque que l'on a par rapport à des anciens risques, je pense à l'amiante, tabac, etc., en termes de risque sanitaire, d'excès de risque, par exemple, de telle ou telle pathologie pour la population, est beaucoup plus faible. Voilà. Même si les populations concernées sont évidemment très importantes. Et sur le fait qu'on manque beaucoup de données quantitatives sur les expositions des personnes. Comment on est exposé aujourd'hui aux matériaux, aux perturbateurs endocriniens, à quel niveau, qui est exposé, est-ce que c'est le consommateur de son alimentation, est-ce que c'est le citoyen basé à son environnement quotidien général, est-ce que c'est le travailleur qui est plus exposé dans son environnement professionnel. Voilà, et donc quand on manque de toutes ces données, c'est très difficile d'évaluer les risques, puisque les risques, comme vous le savez, c'est le produit d'un danger et d'une exposition. On fera toujours la comparaison avec le lion. Voilà, un lion c'est dangereux, mais quand vous avez un lion en cage, vous n'avez pas de risque, ou un risque négligeable d'avoir un problème de santé vous concernant, ce qui n'est pas pareil si la porte de sa cage. Donc, nous, on nous demande d'évaluer les risques, justement. Voilà, sur tous ces risques plus récents, la problématique, c'est les difficultés d'évaluation. Et donc, on va être plein d'incertitudes, et c'est pour ça que je parlais aussi de la précaution dans mon exposé. Et puis, il y a tous les nouveaux dangers environnementaux qui arrivent, alors là, sur lesquels on est très ignorant sur les niveaux même de danger et d'exposition des populations. Alors, j'ai pris des exemples, par exemple, la problématique aujourd'hui des économies circulaires, de tous les déchets, par exemple électroniques et électriques, mais d'autres choses. Là, on est interrogé par nos ministères et par les associations de défense de l'environnement sur les risques liés, vous savez, aux granulats de pneus recyclés qui sont utilisés dans les terrains de sport synthétiques. Je ne sais pas si c'est des enfants de la famille qui fait du sport sur ces terrains de jeu, où ils arrivent avec
il y a des maisons avec plein de granulats collés sur les jambes, voilà, dans les sacs, etc. Et c'est des granulats de pneus recyclés qui sont voilà, plein de produits cancérogènes, de perles aromatiques polycycliques, des choses comme ça. Quel est le risque pour ces populations? Voilà, c'est des nouveaux risques qui apparaissent liés à des nouveaux dangers environnementaux. Voilà, le changement climatique, quel est l'impact aujourd'hui sur la pollution? On a du mal à répondre à ce type de questions. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi, pour une agence de sécurité sanitaire comme la nôtre, faire un travail prospectif de veille pour essayer d'anticiper sur les risques futurs qui peuvent concerner une population très importante, une population sensible. Alors ensuite, donc comme je vous disais, les risques actuels sont caractérisés à la fois par leur complexité, de nombreuses incertitudes, et donc quand on veut faire une évaluation quantitative de risques classiques, telle que la pratique avec nos évaluateurs de risques, c'est souvent impossible ou très difficile. Donc, dans la démarche d'évaluation de risque que l'on peut faire, il faut essayer de prendre en compte un certain nombre d'incertitudes qui vont être présentes, soit au niveau de l'évaluation des dangers eux-mêmes, des expositions, et puis au final des risques. Alors, je vous disais, la définition d'un risque émergent aujourd'hui, on est en accord avec la définition de l'Agence européenne de santé au travail qui avait été donnée il y a quelques années. Voilà, on peut les définir comme des risques qui étaient inconnus auparavant, qui sont causés par un certain nombre de changements, qui sont soit des changements techniques, sociaux, environnementaux, etc. Ou bien un problème qui était existant, mais qui est devenu un risque émergent parce que, en raison de changements de perception du public. Voilà, les pesticides, par exemple, les risques liés aux pesticides, on les étudie depuis des années et des années, mais clairement, la perception du public par rapport à la problématique pesticides, on voit bien, a changé aujourd'hui. Donc c'est plutôt des risques qui sont réémergents que émergents véritablement. Et puis ça peut être des nouvelles connaissances objectives sur un risque existant qui font que ce risque est à nouveau émergent. Par exemple, le fait qu'on ait aujourd'hui développé toute une connaissance sur le champ des perturbateurs endocriniens fait que certains agents chimiques qui étaient considérés auparavant comme ayant tel type de toxicité, mais absolument pas de perturbation endocrinienne, on découvre aujourd'hui qu'ils ont aussi ce problème-là. Et donc, voilà, un problème de risque émergent. Et donc, attaché à cette définition de risque émergent, on regarde si ce risque peut être considéré en augmentation. Et donc, il peut être en augmentation, soit si la fréquence des dangers à l'origine du risque augmente, la prévalence des dangers, soit l'exposition individuelle au risque augmente, ou bien l'impact du risque lui-même sur la santé est en augmentation. Et donc là, c'est très important par rapport à ça de regarder l'évolution aussi par des systèmes de surveillance adaptés sur tout ce qui va être maladie chronique, par exemple, pour savoir arriver à avoir une estimation de l'impact de l'environnement sur ces pathologies. Donc tout ça, ça fait que les enjeux pour la recherche et l'expertise sont considérables, parce que, comme je vous disais, sont exposés aux risques environnementaux, tout le monde, en tant que consommateur, via son alimentation, en tant que citoyen, parce qu'on peut respirer un air extérieur ou intérieur qui peut être pollué, par exemple, et puis en tant que travailleur, parce qu'on sait très bien que les expositions professionnelles sont probablement les expositions qui sont au plus fort niveau aujourd'hui. D'ailleurs, on sait très bien que ceux qui paient le plus lourd tribut aujourd'hui en termes de maladies chroniques dans les pays développés, ce sont les ouvriers encore et toutes les personnes travaillant dans les usines. Alors, les enjeux pour nous, pour l'expertise, ça va être très important. On va être dans un contexte d'incertitude, donc nous, évidemment, tout ce qui va être priorité, recommandation pour la prévention pour des risques avérés ou pour la précaution pour des risques liés à un certain nombre d'incertitudes, ça va être évidemment regardé prioritairement pour les populations vulnérables. Par exemple, les femmes enceintes et les enfants pour la problématique perturbateur endocrinien, des populations de travailleurs produisant dans les usines pour les nanomatériaux, etc.
donc ça c'est important. Et donc une des spécificités de l'agence, c'est qu'on a une approche très intégrative, systémique, puisque voilà, un même produit peut exposer une personne dans ces différents environnements. Je pense que vous avez eu une présentation hier de mon collègue Christophe Roussel sur l'exposition justement des évaluations de risque intégratives, voilà, avec l'exemple du bisphénol A, on peut être exposé en tant que consommateur, citoyen ou travailleur. Et donc c'est très important pour nous d'avoir cette approche un peu intégrative, systémique. On est quasiment la seule agence au monde à avoir ça, parce qu'on a un champ très très large qui couvre l'alimentation, qui couvre l'environnement général, qui couvre l'environnement du travail, qui couvre la santé animale et végétale. Alors qu'en général, les agences de sécurité sanitaire, c'est un système assez découpé dans les pays. Vous avez une agence de l'environnement, vous avez une agence de l'alimentation, vous avez une agence du travail, mais pas forcément tout ça réuni. Voilà. Donc ça, c'est une des forces que l'on a, de pouvoir avoir cette approche intégrative et systémique. Et puis, alors je vais en reparler après, mais voilà, il y a un enjeu très très fort aujourd'hui de vraiment installer la pluridisciplinarité, je dirais même l'interdisciplinarité, c'est-à-dire s'approprier des méthodes communes dans l'évaluation des risques entre les différentes disciplines pour pouvoir faire une évaluation des risques qui soit tout à fait pertinente. Et en particulier, c'est posé pour nous à la création de l'ANSES dès le début, et même avant dans l'agence dans laquelle je travaillais, qui était plus spécifiquement l'AFSET, donc si vous voulez, de l'environnement et du travail, l'incorporation des sciences humaines et sociales, et quel est leur rôle dans l'expertise, et quel est l'intérêt des associés dès le départ dans l'expertise et l'évaluation de risque. Donc juste quelques mots sur l'ANSES pour donner une idée de l'organisation et comment ça peut jouer sur l'expertise. C'est pour vous dire simplement qu'on a des laboratoires de recherche dans l'agence, on a des directions d'évaluation des risques, également des évaluations des risques des produits réglementés, puisqu'on est en charge de délivrer les autorisations mises sur le marché aujourd'hui pour les pesticides, pour les biocides, voilà, et on intervient également dans la réglementation REACH. Et puis, on travaille sur un mode d'expertise collective avec des groupes de travail et des comités d'experts spécialisés. On a à peu près actuellement plus de 800 experts extérieurs qui travaillent en permanence pour l'agence, dans nos groupes de travail et nos comités d'experts, donc chaque année. Et ce qui est important, c'est la transversalité qui peut être faite justement entre ce qui va sortir de nos labos de recherche, nos évaluations des risques dans les différents champs thématiques de l'agence, et puis derrière, évidemment, tout ce qui est activité de veille, d'alerte, de vigilance sur les différents risques, voilà, pour produire des avis et des recommandations. Ça, c'était pour vous donner une idée de la largeur de nos champs d'intervention, et sur lesquels, toutes les questions sur lesquelles on est sollicité. Donc vous voyez que évidemment, c'est le rôle d'une agence de sécurité sanitaire, c'est de répondre aux questions que se posent les décideurs face à des risques qui sont très complexes, sur lesquels il y a plein d'incertitudes aujourd'hui, et on a besoin de la science et de l'expertise pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc ça va, vous voyez, des perturbateurs endocriniens, tout ce qui est la problématique substances chimiques, jusqu'aux risques liés à l'eau, à l'air, la problématique des champs électromagnétiques et des agents physiques, les produits de consommation, les substances biocides, pesticides, etc. Donc, ce qui est important, alors voilà, ça nous fait un énorme programme de travail, donc nous on cherche évidemment à prioriser, et donc ces priorisations on les discute avec le ministère, on discute avec les parties prenantes, je vous montrerai un peu comment on se fait cette discussion. Voilà, donc pour prioriser, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment un problème de santé publique, présent ou potentiel? Voilà. Oui, bien sûr, si ça concerne des populations sensibles par exemple, ou si ça concerne des populations vulnérables, ou si le nombre de personnes concernées par le risque potentiel est extrêmement important, c'est un problème de santé publique. Voilà, aujourd'hui, les champs électromagnétiques liés aux radiofréquences des téléphones portables ou aux lignes à très haute tension, voilà, les risques sanitaires sont éventuels, sont très discutés, sont incertains, mais c'est un vrai problème de santé publique parce que la population exposée, évidemment, c'est potentiellement des millions, même des milliards d'individus aujourd'hui.
voilà. Après, est-ce que les effets potentiels peuvent être graves? Voilà, je prends l'exemple du travail de nuit. On fait aussi l'évaluation des risques en santé de travail. Le travail de nuit aujourd'hui, c'est entre 3,5 millions et 4 millions de personnes concernées en France. Voilà. Et les effets suspectés, c'est quand même les effets cancérogènes très probables, quasiment avérés pour le cancer du sein chez la femme. Donc, c'est une vraie problématique et c'est quelque chose qui doit être priorisé dans des questions de sécurité sanitaire. Et puis, toute la problématique des substances chimiques actuelles, perturbateurs endocriniens, pesticides, nano, qui sont à la fois une priorisation en termes scientifiques et sécurité sanitaire pour nous, mais qui sont aussi une priorité politique, sociétale, et donc on est, en tant qu'organisme public, et donc qui doit délivrer un service public, bien évidemment, à l'écoute des priorités politiques et sociétales. C'est pour ça que nos priorités, il est absolument indispensable qu'on en discute à la fois avec nos décideurs et nos parties prenantes. Et nos décideurs, on en a beaucoup, parce qu'on a 5 ministères de tutelle à l'ANSES. Vous voyez, on n'a pas. Donc, on a l'environnement, le travail, la santé, l'agriculture, l'alimentation, la consommation, l'économie. Voilà. Et donc, les tutelles ne sont pas forcément d'accord entre elles. Pour nous, c'est pas mal parce que ça nous donne une certaine indépendance. Mais voilà, ça montre évidemment l'étendue du champ de questions auxquelles on va devoir répondre. Et puis ce qui est important, c'est qu'on a un conseil d'administration type Grenelle dans l'environnement, où sont présentes à la fois des associations agréées, par exemple France Nature Environnement, Robin des Bois, et des associations de défense de l'environnement, les organisations syndicales et patronales pour tout ce qui est santé de travail, des organisations professionnelles. Nous, on a des lobbyistes directement dans notre conseil d'administration, on a l'UIC, l'UIPP, avec le producteur de produits phytopharmaceutiques, et puis donc des personnalités qualifiées qui peuvent être présentes, aussi des associations de victimes, par exemple des associations de victimes de l'accident du travail, maladies professionnelles, des victimes de l'amiante. Voilà. Donc tous ces gens-là sont dans le conseil d'administration. Et ce qui est très important, c'est que ces gens-là peuvent nous saisir directement. Par exemple, la saisine du travail de nuit sur lequel je parlais tout à l'heure qu'on a travaillé sur ces 2-3 dernières années, c'est venu d'un syndicat de travailleurs, la CFTC au départ. Voilà, ça a été relayé par MEDEF et la CGPME ensuite. Voilà, on a des saisines clairement en santé environnementale qui viennent des associations agréées. Ce que je vous parlais de la saisine sur des granulats de pneus recyclés, c'est une préoccupation qui est remontée au départ via Robin des Bois. Donc nous, on avait été alertés là-dessus ultérieurement. On était aussi officiellement par cette association. Donc c'est extrêmement important, parce qu'on est quasiment la seule agence sécurité sanitaire qui a un conseil d'administration de ce type. Et donc c'est un espace très important pour le monde associatif, les ONG, etc. aussi, pour pouvoir discuter avec nous et nous saisir. Et on a effectivement j'y reviendrai tout à l'heure, mais tout un tas de lieux de discussion justement avec les parties prenantes. Oui, alors je voulais parler de principe de précaution, parce que bon, vous savez qu'il y a une constitution française, vous en avez peut-être parlé ces derniers jours, mais le principe de précaution dit bien justement que quand il y a un état de connaissance scientifique avec des incertitudes, il faut mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et c'est exactement ce qu'on fait dans l'agence. Donc, le cœur même du travail de l'agence d'évaluation des risques, c'est justement la réponse à des questions et la mise en application des principes de précaution. Alors, parce que j'entends parfois un certain nombre de scientifiques qui disent que le principe de précaution, c'est les décideurs, c'est eux qui doivent recommander des mesures quand il y a une incertitude. Et moi je dis que c'est aussi complètement l'affaire des scientifiques et des experts, parce que c'est à nous d'éclairer ces choix décisionnels et de dire où se situent les niveaux d'incertitude, justement, en matière scientifique, pour pouvoir aider le décideur à mettre la barre, justement, des mesures de précaution au bon niveau. Donc, une bonne évaluation des risques, ça nécessite de prendre en compte les incertitudes, je vais y revenir, de bien évaluer le niveau de preuve du risque, et donc de bien faire la distinction entre danger et risque, et ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer dans l'esprit des citoyens, même des médias. Voilà, le glyphosate, on peut discuter sur son niveau de danger, cancérogène probable,
possible, je ne reviens pas sur la discussion, mais le risque, l'évaluation du risque lié, c'est-à-dire tel utilisateur qui utilise le glyphosate dans telles conditions, pour tel type de culture, etc., c'est autre chose. Et il y a par exemple l'utilisation du glyphosate, qui, dans certains types d'usage de culture, vous n'avez aucun risque sanitaire parce que la personne est protégée correctement ou parce qu'il n'y a pas de contact avec le produit. Et puis dans d'autres situations, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et donc, nous, on doit osciller en permanence entre ces notions de danger et de risque. Voilà. Et donc, notre attitude globale, c'est de dire que quand il y a un niveau de danger qui est suffisamment important malgré tout, il faut faire des recommandations qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction des substances, par exemple, ou en tout cas des mesures de précaution qui soient suffisamment drastiques, parce qu'on estime que le niveau de danger est important. Mais voilà, je prends l'exemple du travail de nuit. La question, c'est 3,5 à 4 millions de travailleurs de nuit en France, des effets cancérogènes probables ou même presque avérés sur le cancer du sein. Est-ce qu'on interdit de travailler de nuit? Voilà. Vous n'avez pas à faire arrêter la marche des hôpitaux la nuit, ou de la police, ou de l'armée. Donc, voilà, c'est des questions, après, sur lesquelles, vous voyez, il y a cette complexité de la réponse. On ne peut pas forcément tout faire tout noir ou tout blanc en termes de graduation de la réponse, en termes de recommandation à ces évaluations de risque. Ce qui est important, c'est le niveau de confiance dans l'expertise, parce qu'une expertise peut être très bien faite, remarquable. Je veux dire, il y a des scientifiques qui travaillent comme industriels qui font des méta-analyses ou de la méthodologie remarquable. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas confiance dans l'expertise ou dans l'institution, vous avez beau avoir une qualité scientifique remarquable de l'expertise, de toute façon, vous n'aurez aucune crédibilité au final du résultat de votre expertise. Et ça, c'est un problème. Parce qu'une expertise, je le dis toujours, doit être de bonne qualité scientifique, mais elle doit aussi être crédible et utile. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre de méthodes et de procédures pour ça. Et donc, nous, on a une procédure standardisée d'expertise collective à l'agence, avec il y a une norme certification, une norme expérimentale qui s'appelle la norme NFX 5010, donc on est certifié pour cette norme, voilà, pas seulement ISO. Il y a des critères de déontologie à respecter, notamment sur l'indépendance des experts et sur les déclarations d'intérêt et la publication de ces déclarations d'intérêt. C'est fait pour tous nos experts et tous les agents qui travaillent à l'ANSES. Et puis il y a la notion de transparence, mais aussi d'ouverture de l'expertise à la société, parce que vous pouvez être très transparent sur vos processus, sur vos méthodes, si vous excluez complètement le contexte sociétal et politique, et essayer de mettre le travail scientifique dans un bunker comme ça, le niveau de confiance dans l'expertise va pas forcément être optimum. Et c'est pour ça que l'ouverture de l'expertise à la société, pour nous, c'est quelque chose de très important. Je vais y revenir aussi. Typologie des incertitudes, ça c'est important parce que voilà, c'est pour montrer que dans une évaluation de risque, vous avez des incertitudes à tous les niveaux. Et donc, quand on fait une évaluation de risque, déjà on essaie de cadrer les questions qui nous sont posées, souvent de les reformuler, parce que les questions qui intéressent les décideurs ne coïncident pas forcément avec les préoccupations sociétales, par exemple. Ensuite, sur le corpus de connaissances, sur la méthode de collecte des données, par exemple, de danger, d'exposition, sur les modèles existants quand on veut modéliser une exposition, par exemple, ou un risque, voilà, il y a souvent plein d'incertitudes, évidemment. Sur les méthodologies d'évaluation elles-mêmes, voilà, quelles données on sélectionne, pourquoi, comment on les intègre, comment on va interpréter les résultats. À tous ces stades-là, il y a des incertitudes. Et puis sur la présentation des résultats elles-mêmes peut changer les conclusions, l'expression de ces résultats, comment on les exprime. Est-ce que quand vous avez une étude négative, voilà, vous dites il y a absence de risque, ou vous dites je ne peux pas conclure
donc un excès de risque. Hein, c'est pas la même conclusion. Vous pouvez donner des expressions différentes à vos conclusions suivant un même résultat. Et ça, c'est très très important. Parce que c'est très regardé par le participant, la façon dont on exprime les conclusions. Donc voilà, il y a plein d'incertitudes qu'on essaye de prendre en compte dans les expertises autant que faire se peut. Voilà, parce que c'est quand même, quand vous essayez de prendre ça en compte, c'est un gros travail. Et donc on a même mis en place, il y a plusieurs années, un groupe de travail sur la méthodologie d'évaluation des risques. C'est la méthodologie d'évaluation des risques, justement pour refaire toute une revue de la littérature et un certain nombre de recommandations et des guides pratiques pour nos experts pour prendre en compte l'incertitude dans l'évaluation des risques. C'est un énorme travail qui a été fait sous l'égide du conseil scientifique de l'agence et qui nous permet aujourd'hui d'être c'est extrêmement utile pour nous, mais aussi pour la crédibilité, la confiance dans le travail que l'on peut faire. Et la même chose sur le poids des preuves. Ça, c'est très important, hein, parce que vous voyez la polémique sur le glyphosate ou sur les pesticides, il y a un certain nombre de méthodologies qui sont faites pour analyser le poids des preuves, par exemple, c'est-à-dire le niveau de preuve par rapport à un danger, une substance. Voilà, par exemple, telle substance est cancérogène possible, probable, avérée. Voilà, quels sont les critères qui vont nous faire inclure la substance dans une de ces trois catégories. Voilà. Mais aussi comment on analyse les études épidémiologiques, toxicologiques, expérimentales, qui vont nous faire dire que, par exemple, les données épidémiologiques sont suffisantes ou limitées, pareil pour les données animales. Voilà. Et ça, quand vous regardez les rapports d'expertise de différents organismes, c'est quasiment jamais précisé dans ces rapports d'expertise. Vous prenez l'expertise initiale sur les pesticides, elle est très bien faite, mais par exemple, on ne sait pas comment, il n'y a pas de la grille d'analyse des études épidémiologiques n'est pas fournie. Pareil dans l'expertise du cirque sur le glyphosate. Voilà, même si ces expertises sont très bien faites, qu'il y a un certain nombre d'éléments donnés sur les méthodes, voilà, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, nous, quand on fait une revue de la littérature, par exemple épidémiologique, on a au moins deux experts qui lisent séparément donc, la même étude, avec une grille d'analyse qui cote des scores de qualité qui sont cotés. Et s'il y a un désaccord entre experts, c'est le premier travail qui va trancher derrière. Mais voilà, on est transparent par rapport à ça. Alors ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail supplémentaire d'expertise, mais c'est la condition pour derrière avoir de la crédibilité aussi. Voilà. Alors, après, comment donc les scientifiques vont se placer, voilà, et comment l'agence peut utiliser donc les données scientifiques et l'expertise par rapport à la décision publique et les recommandations. Donc, je voulais vous montrer cette slide-là, je suis désolé en anglais, qui montre en fait, voilà, en abscisse, vous avez le niveau d'incertitude que vous pouvez estimer sur vos risques, et puis en ordonnée les enjeux donc, pour la décision. Voilà. Et donc voilà, on arrive à placer notre problématique là. Par exemple, je prendrais les champs électromagnétiques. Aujourd'hui, on a énormément de données de publication, ce qui fait que le niveau d'incertitude il est assez bas. Les enjeux décisionnels ils sont importants parce que évidemment derrière c'est une population extrêmement nombreuse concernée. Donc on ne va pas se contenter d'appliquer une science normale et par exemple d'user de méthodes statistiques pour donc évaluer les incertitudes ou par exemple de facteurs de sécurité dans les expositions. Il faut aller plus loin et notamment donc avoir
une interaction, une discussion pour les décisionnaires importante avec la société pour pouvoir prendre des décisions. Si vous prenez autre problème particulier, je sais pas, par exemple, une exposition à une substance chimique particulière, pour lequel vous auriez très peu de données, donc des incertitudes importantes, mais vous avez un enjeu décisionnel qui est faible parce que ça concerne qu'une petite population exposée. Peut-être que là, en mettant un facteur de sécurité sur les valeurs limites d'exposition, soit dans l'environnement, soit professionnel, le problème pourra être réglé. Donc, c'est-à-dire que plus l'enjeu est fort, plus le niveau d'incertitude est important, plus il va falloir avoir affaire à de la revue d'expertise collective avec l'incorporation de méthodes appropriées pour prendre en compte des incertitudes. Et même au stade au-dessus, plus vous avez d'incertitudes, plus vous savez que la décision va dépendre du contexte politique et du débat sociétal, et donc il faut le prendre en compte dans l'expertise de façon appropriée, évidemment, sans pervertir l'expertise scientifique elle-même, mais il faut le prendre en compte dès le début, et pas seulement, comme c'est fait très habituellement par beaucoup d'organismes de sécurité sanitaire, en communiquant sur les risques une fois que l'expertise est faite. Ça, on le voit très très bien. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui sont posées par la société sur des risques comme les nanomatériaux, les perturbateurs endocriniens. Si vous n'avez pas à l'esprit, dès le début, vous faites une expertise là-dessus, relation de risque, ces questions, et que vous ne répondez pas aux préoccupations qu'ont les gens par votre expertise, vous allez vous faire un très beau travail, et c'est complètement inutile. Voilà. Et alors, installé dessus, il y a tout ce qu'on ignore, les risques futurs. Voilà. Et donc, si vous voulez, plus les incertitudes et les enjeux sont forts, et plus il faut avoir un dispositif qui permette aux scientifiques de pouvoir discuter avec les parties prenantes. Donc, je ne veux pas vous détailler tout ce qu'on a mis en place à l'ANSES. On a un certain nombre de dispositifs qui, quand même, pour nous, sont très utiles. Le fait, par exemple, d'avoir un comité de déontologie indépendant qui peut être saisi soit par nous-mêmes, soit par nos experts, soit par des parties prenantes, d'avoir une expertise collective pluridisciplinaire où sont pris en compte les divergences d'avis des experts, évidemment dans des financements publics, la transparence du processus d'expertise avec les déclarations publiques d'intérêt par exemple, mais aussi tout ce qu'on a mis en place pour l'ouverture aux parties prenantes. Et donc les parties prenantes, elles interviennent chez nous dans le conseil d'administration, dans ce qu'on appelle des comités d'orientation thématique qu'on a mis en place pour chaque champ thématique, santé animale, santé végétale, santé environnement, santé travail, santé alimentation, et qui permettent à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pour celle que je vous ai montrée tout à l'heure, de discuter le programme de travail de l'agence et de prioriser avec nous le programme de travail et de nous saisir sur les sujets qu'ils estiment importants. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, on a mis en place des comités de dialogue ou des plateformes de dialogue pour les sujets où il y a des controverses fortes et des incertitudes. Donc, on a un comité de dialogue sur les nanomatériaux, un comité de dialogue sur les champs électromagnétiques, les radiofréquences, et on a mis récemment en place une plateforme de dialogue sur les pesticides pour pouvoir discuter justement avec l'ensemble des parties prenantes des questions qui les préoccupent et de comment nous on peut évaluer les risques derrière et des enjeux décisionnels qui peuvent en découler. Voilà, donc tout ça c'est discuté de façon très, très ouverte avec eux et c'est utile pour eux parce que ça leur donne confiance dans l'institution qui est notre agence, mais c'est extrêmement utile pour nous parce que ça nous permet de ne pas nous planter quand on fait une évaluation de risque et de regarder par exemple juste un petit aspect technique, mais d'avoir une vision beaucoup plus globale et de mieux répondre aux questions sociétales dans ce choix. Voilà. Bon, sur l'excellence scientifique, je reviens là-dessus. Donc, à partir de là, vous avez compris que le principe de précaution, pour nous, c'est un principe d'action, vraiment,
où là, on doit éclairer évidemment des vrais choix décisionnels à partir d'un doute méthodique pour prendre en compte de façon suffisamment précoce des risques incertains et pouvoir éclairer les choix décisionnels qui vont être proportionnels, c'est-à-dire qui vont être basés sur quel choix on veut garantir dans le niveau de sécurité sanitaire. Et donc ça concerne les discussions avec les parties prenantes et le ministère de la tutelle. Anticiper sur la gravité des faits potentiels, mettre éventuellement ça en balance, mais ça c'est pas le travail de l'agence, ça doit être notamment le travail des décisionnaires, mais c'est souvent peu fait, le coût potentiel de mesures de gestion, voilà, et puis toujours regarder l'incertitude et la plausibilité scientifique des hypothèses. Voilà, donc nous on essaie de donner des éléments par exemple sur les dimensions du risque qu'on va évaluer. Voilà, est-ce que le risque est réversible ou pas, voilà, si c'est un effet sanitaire potentiellement réversible ou pas. Est-ce qu'on peut le réduire, par exemple en réduisant les expositions. Dans notre avis sur le champ électromagnétique, lié aux radiofréquences, le dernier avis qu'on avait émis, global, c'est que dans toute la littérature scientifique, voilà, on n'avait pas mis en évidence clairement de risques avérés liés au champ électromagnétique, aux radiofréquences. Il pouvait y avoir des doutes sur des risques à long terme, notamment tumeur cérébrale, dans des études épidémiologiques, notamment chez l'enfant. Et donc, on a dit que même si le niveau de risque est simplement possible, comme l'a dit d'ailleurs l'Institut international de recherche contre le cancer, le fait que ça concerne une grande population, des populations comme l'hypersensible, le principe de réduire les expositions aussi bas que possible, pour nous, était logique. Et donc, voilà, et comme ce risque est réductible, on peut très bien diminuer les niveaux d'exposition et envoyer des antennes relais téléphoniques ou des téléphones portables. C'est important de l'indiquer. Pareil aussi l'observabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir suivre éventuellement les expositions et le risque, est-ce qu'il y a des dispositifs prévus pour ça. La plausibilité évidemment en termes biologiques, et puis la gravité, voilà, tout ça pour aider finalement les décisionnaires et les parties prenantes de savoir si pour eux le risque est acceptable ou non acceptable, ou tolérable ou intolérable, de façon à prendre des mesures de recommandation, des mesures de prévention appropriées. Et donc en fonction de tout ça, l'action va pouvoir être allée soit une meilleure information par exemple de la population, une meilleure sensibilisation, jusqu'à une amélioration des recommandations pour la recherche et la connaissance, mais ça peut aller jusqu'à des actions réglementaires et des recommandations de notre part. Par exemple, je reprends l'exemple du téléphone mobile, où on a donc évidemment préconisé de faire un certain nombre de mesures d'information de la population dans l'utilisation de tout ce qui peut être appareil connecté, mais on a été jusqu'à recommander voilà, de ne pas non d'usage du téléphone mobile chez les enfants, donc à l'école, en milieu scolaire, ce qui a été suivi d'actions réglementaires de voilà. Oui, alors, c'est ça le problème, c'est que souvent on doit prendre des décisions politiques dures sur la science qui finalement est incertaine, voilà ce qu'on appelle de la science douce, parce que souvent on parle de science dure, de science molle, en opposant les sciences humaines et sociales donc à tout ce qui est sciences de la nature, mais en fait on s'aperçoit quand on fait de l'expertise d'évaluation des risques que les données scientifiques produites souvent sont pleines d'incertitudes, et donc en fait l'hypothèse traditionnelle voilà, de la science positiviste selon laquelle on va nous apporter des certitudes par l'expérimentation notamment, elle est un peu battue en brèche aujourd'hui, et qu'il faut donc avoir ça à l'esprit pour pouvoir avoir un modèle plus pluraliste où l'interaction avec les parties prenantes de la société ne se fasse pas uniquement sur le terme je vous communique ce qu'on sait. Alors, et on nous dit d'un autre côté souvent que les gens n'ont plus confiance en la science. En fait, quand c'est pas vrai, hein, ça c'est une enquête qui a été faite par l'équipe du LISIS, donc mon collègue
Diablo Majoli, donc Nora, qui regardait en fait la confiance, l'évolution de la confiance dans la science sur vous voyez, une assez longue période, jusqu'en 2016, et dans les institutions. Et en fait, on s'aperçoit que les gens ont au moins autant confiance ou plus confiance dans la science aujourd'hui qu'ils n'avaient il y a 15 ou 20 ans de façon très très large. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est plutôt la confiance dans un certain nombre d'institutions, justement, qui sont restées sur un modèle de communication sur les risques, qui est celui où l'expert donc délivre un message à la société après son expertise, voilà, alors que nous, ce que l'on prône, c'est plutôt un modèle où l'interaction avec la société soit prise en compte dès le départ de l'expertise, voilà, sans évidemment pervertir l'expertise scientifique elle-même. Dans notre comité d'experts, il n'y a pas de gens des parties prenantes, mais on les auditionne très très largement, par exemple pendant le processus d'expertise, et puis on essaye de les intégrer dans les questions posées à l'agence, et puis on restitue évidemment nos avis, on les met même en consultation publique avant l'avis définitif assez souvent. Voilà, donc aujourd'hui l'enjeu d'évaluation des risques il est sur la communication sur les risques, il est majeur, et voilà, je voulais dire ça parce que il faut que les agences de sécurité sanitaire de façon générale et tous les organismes qui interviennent dans le champ sanitaire et qui ont à faire de la communication sur les risques, je pense, prennent en compte le fait que l'interaction avec les parties prenantes et la communication sur le risque, elle est centrale et à toutes les étapes de l'expertise, non seulement en fin de processus. Voilà, si on veut avoir non seulement des avis scientifiques pertinents, mais qui soient crédibles et utilisés pour prendre des bonnes décisions directes. Voilà, merci de votre attention.